Sonia, bonjour. Bonjour, Francia. Écoute, merci beaucoup. Merci d'être là. Et j'ai envie de te dire, avant même de démarrer, que notre échange a été puissant parce que tu as été des seules, je vais le dire à la caméra, à avoir vu aussi derrière, tu vois, ce qui se passe. Oui. Ouais, derrière ce challenge que je me suis lancé, cette passion qui me dévore. À voir aussi qu'il y a des... c'est pas que facile, c'est pas que la caméra. Non. C'est pas que la caméra, c'est beaucoup de travail. Et c'est aussi beaucoup de combats. On en a parlé en off. Et je voulais te dire merci pour ça. Parce que, comme tu vois, moi, j'ai appris dans le recrutement que chaque personne a un talent et une valeur ajoutée. Et souvent, tu vois, tu le sens paf, au premier échange. Et là, je me suis dit, cette femme, elle est brillante. J'ai envie de démarrer comme ça. C'est ma petite intro. Je vais te laisser te présenter en regardant les caméras. Et puis après, on enchaînera sur ce très beau livre, Restaurer après le divorce. Je m'appelle Sonia Abel. Donc, j'ai une formation assurantielle de base. Et aussi, je suis coach, thérapeute en relation d'aide tridimensionnelle. À côté de cela, j'accompagne des mères célibataires et des parents célibataires à leur épanouissement, que ce soit moral, spirituellement, psychologiquement et même sur le plan professionnel. Également, j'accompagne toutes les personnes qui ont traversé ou qui traversent des périodes de divorce ou des périodes de séparation à leur restauration, de telle sorte qu'elles puissent vivre une vie épanouie et qu'elles sachent qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen, il y a toujours la réponse pour se relever après une telle difficulté, après un tel défi. Et le plus beau est toujours à venir. C'est sûr, c'est sûr. Et moi, je vais te dire bravo pour le livre. Après, petite dédicace parce qu'il est très simple. Je vous le remets à la caméra. Il est très simple à lire, très facile. Je l'ai lu en vraiment... La première fois, je l'ai lu quand tu me l'avais envoyé, ça fait un moment. J'ai lu, je crois, en 1 heure. Et là, je me suis refait entre midi et 2. Je me suis refait parce qu'il y avait des points que j'avais pas vu de la même manière. Comme quoi, tu vois, c'est ce que je voulais aussi rajouter, comme quoi l'échange qu'on peut avoir, il marque énormément. Parce qu'en fait, quand tu lis au départ le livre, tu connais pas l'auteur. Voilà. Et en fait, quand j'ai les larmes aux yeux qui montent, parce que je suis émue, comme d'hab, mais quand tu connais l'auteur, c'est une saveur particulière. Ouais. Tu commences en fait à te dire, en fait, tu sais, c'est un peu comme, je prends un exemple extrême, mais comme un médecin quand il reçoit, je pense qu'il doit donner une mauvaise nouvelle, je pense qu'il est détaché. Mais demain, si tu lui mets son propre enfant, tu vois, ça va le faire un choc. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai lu, j'étais totalement détachée. Je me suis dit, bon, c'est une histoire qui arrive à beaucoup de gens. Et en même temps, je sais ce que c'est aussi. J'ai pas divorcé, mais on est toutes passées par des séparations plus ou moins violentes. Tout à fait. Et qui nous restaurent, où on n'est pas forcément restauré. Et quand on a échangé et que j'ai pris le temps de relire, là, je t'assure, c'est comme si je lisais un deuxième livre. Parce que j'avais ta voix dans ma tête. Non, mais c'est vrai. J'avais ta voix dans ma tête. J'avais tout ce qu'on s'était dit. Et là, je me suis dit, putain, mais elle a vraiment traversé ça, quoi. Ouais. Tu vois. C'est vrai que le livre, de prime abord, quand on le lit, c'est un guide. Donc, on n'a pas le témoignage, on n'a pas le vécu. On a juste la partie qui nous accompagne à la restauration. C'est ça. Maintenant, pour avoir le vécu, il faut se rapprocher. C'est aussi ça. Et c'est une très forte expérience parce que plusieurs le disent quand ils le lisent. Oui, le guide, c'est très important. On voit, pour certains aussi, se rendre compte de la situation que j'ai pu traverser. Mais avec l'échange, c'est vrai que l'échange, le témoignage est toujours plus puissant. Oui, et puis on crée un lien, même si c'est qu'au téléphone, il y a un petit lien qui se crée et on est des femmes, donc forcément des histoires qui se rapprochent. Et moi, j'avais la première question qui est plutôt orientée autour du livre. Est-ce que c'était volontaire de te concentrer que sur la restauration et de ne pas livrer toute l'histoire? Alors, c'était volontaire, non, pas vraiment, parce que c'est une recommandation que j'avais reçue. Donc, dès les premières pages du livre, c'est bien noté, c'est une recommandation. Tu ne parleras pas, en fait, des principes du divorce, mais tu diras comment tu as été restauré.
Et c'est de ça dont j'ai parlé, en fait. Parce que c'est très facile de faire un best-seller. Tu racontes ta vie, tout ce qui est passé par-dessus, et tout de suite, le livre, il se vend. Mais quelle est la leçon? Qu'est-ce qu'on tire de ça? Moi, c'est ce qui m'importe, en fait. C'est qui est tiré du livre et ce que le livre apporte. On lit un livre, comme tous les livres, si on n'a pas un enseignement derrière, si on n'est pas impacté par l'histoire du livre, c'est qu'on a perdu son temps dans la lecture. Et c'est pour ça que, d'une manière, je me suis rendu compte après que c'était très important de ne pas rentrer dans l'histoire en elle-même, parce que l'histoire en elle-même, c'est pas ça qui me guérit. L'histoire va peut-être susciter encore plus de blessures, voilà, plus de blessures, plus des douleurs. Mais après, je comprends les personnes qui peuvent rentrer dans l'histoire. Il faut aussi savoir que quand on vient se livrer, on parle aussi, il n'y a pas que nous. Il y a des enfants qui sont derrière, il y a aussi l'ex-conjoint. Donc, moi, personnellement, je vais partir des personnes qui vont venir livrer... c'est du sucre. Voilà, tout à fait. Venir exposer la vie de l'autre ou la vie des enfants, parce que oui, quand on s'aime, au-delà du fait qu'on a été marié et qu'il y a eu un divorce, on doit quand même s'aimer, on doit aimer son prochain tel qu'il est, en fait. Et aimer son prochain, c'est aussi ne pas exposer ses fautes. C'est ne pas exposer livrer ses secrets, ses difficultés. Donc, même si c'est difficile. Au-delà de l'amour, il y a aussi du respect. Du respect et de la considération. Y compris pour les enfants que nous avons eu en commun. Exactement. C'est toujours ça, parce que c'est vrai que... Et aussi, tu vois, c'est aussi une forme de maturité, parce que, tu vois, c'est une forme de responsabilisation. Parce que en général, quand on traverse des situations comme ça, on a tendance, ça c'est humain, on se met tout dedans, à mettre la faute sur l'autre. Et en fait, le fait de te dire, OK, je vais me focaliser sur ma restauration et donner aux autres les billes que j'ai pu avoir, c'est une forme de responsabilisation de se dire, OK, chacun a eu sa part. Moi, maintenant, j'avance. Tout à fait. C'est ça que j'ai trouvé beau. Bon, on va reparler du livre dans quelques minutes. Moi, je voulais parler de toi. Tu fais plein de choses. Oui. Et j'admire, moi, les femmes qui font plein de choses. Et je voudrais que tu parlais de coach, de parentalité. Il y a plein de mots. Je voudrais que tu reviennes un peu concrètement. Quels sont les accompagnements que tu as et quel type de personnes ou de situations, enfin, des personnes qui ont des situations peuvent te contacter. D'accord. Alors déjà, par les types de personnes qui peuvent me contacter, toutes les personnes qui sont des mamans célibataires, des papas célibataires. Donc, parce que je me suis retrouvée dans la situation d'une mère célibataire. Et pour ce type de personnes, il y a des accompagnements qui sont spécifiques. Alors, par exemple, elles sont souvent victimes de blessures émotionnelles, de la gestion du temps, le débordement, la pression mentale et des problèmes financiers aussi. Elles ont beaucoup des problèmes financiers. Et il y a l'éducation des enfants. Et parfois, elles se retrouvent seules, isolées. Donc, que ce soit des hommes ou des femmes, ces personnes se retrouvent seules, elles se retrouvent isolées, elles se retrouvent livrées parfois à elles-mêmes. Et parfois, ce sont des personnes qui se sentent tout le temps coupables et qui peuvent même regretter d'avoir eu des enfants. Donc, les accompagnements sont ciblés de manière individuelle, également des accompagnements de groupe. Donc, ça veut dire quoi? Donc, je présente un accompagnement de groupe sur la restauration, sur la guérison des émotions, sur le lâcher-prise, sur comment rebondir après une situation, avec vraiment des précisions, des exemples, des exercices qui les aident. Et aussi comment, bien sûr, se relever après une séparation, un divorce. Donc, je précise que le pardon est important. Quelqu'un qui ne pardonne pas le conjoint, qui ne se pardonne pas, ne pourra, c'est la base en fait, ne pourra pas avancer dans l'accompagnement. Parce que des blessures, des cicatrices reviendront toujours et voilà, la personne ne sera pas guérie. Et souvent avec violence. On Tout à fait. Pas compte, c'est sournois, ça revient. Tout à fait. Commencer par le pardon et après, il y a tout un déploiement de coaching. Je fais aussi le coaching individuel et le coaching de groupe. Pour les personnes qui sont divorcées ou qui sont séparées, c'est un autre type d'accompagnement. Donc, elles ont vraiment besoin, toujours, commence par la guérison émotionnelle et elles ont vraiment besoin aussi d'apprendre à se reconnaître. À se connaître, à se reconnaître, à se construire, ôter tout ce qui est humiliation, tout ce qui est culpabilité et construire professionnellement, c'est très important, avoir des nouvelles relations, comment se séparer des anciennes relations qui sont des relations parfois toxiques. Donc, je me confie à une personne qui va
répéter, typique à mon ex-conjoint. Et voilà, comment se séparer ou comment gérer ses relations. Et ouais, toujours comment rebondir, comment être victorieuse, comment avoir un mindset de personne qui réussit, un mindset de parent qui va à la conquête, qui est toujours victorieux. Et oui, il y a beaucoup de thématiques en fait dans les différentes... ouais. Mais tu vois, ce que je trouve bien avec ton approche, c'est que finalement, c'est pas tant, après tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais c'est pas tant la notion de célibat. C'est surtout tout ce qui accompagne finalement le fait de se retrouver seul alors qu'on était accompagné, le fait de plus savoir gérer, ce qui est totalement humain. Parce que c'est vrai que moi, je vois un peu sur les réseaux sociaux, on peut avoir ce phénomène-là d'encourager le célibat. Et malheureusement, en fait, c'est là où moi je vois vraiment la distinction entre ce que tu fais et ce qui se passe un peu sur certains réseaux sociaux. C'est-à-dire que on met en avant, je dis pas que être célibataire c'est nul, non, c'est une phase. Après, moi en tout cas ma conception de la vie, c'est que ce soit un homme ou une femme, enfin peu importe, on n'est pas fait pour être seul. Tout à fait. Comme tu l'as dit, en fait finalement, on a besoin d'être entouré. Et on a ces phénomènes-là où, que ce soit dans le féminisme, que ce soit dans les réseaux sociaux, enfin bref, je ne vais pas citer, mais on a ce côté où on essaye de diaboliser l'homme. Tu vois, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire la distinction, ou du moins mettre une petite parcelle entre les deux. Parce qu'effectivement, nous aussi on est responsables. Des fois, c'est ce que je dis à certaines personnes, mais le pire des diables, des fois, c'est même les femmes. C'est pas que les hommes, on dit que les hommes. Mais tu vois, j'avais lu une phrase qui disait, dans un bouquin, qui disait, il y a une nana qui va chez son psy. Elle est marrante parce que elle va chez son psy, elle dit, oh, le premier mec, c'est un connard. Deuxième, c'est un connard. Troisième, c'est un connard. Et puis le quatrième, le psy lui dit, c'est quoi le facteur commun entre les quatre? Et puis elle dit, bah, je sais pas. Il dit, bah, c'est moi. Et puis il dit, bah alors, c'est qui le quatrième connard? C'est peut-être mal dit, mais tu vois, le message est là. En fait, à un moment donné, ok, on peut diaboliser l'homme, il y a des hommes bien, et tu vois, c'est vraiment ça que je voulais souligner, parce que j'ai regardé, effectivement, je suis partie sur les réseaux sociaux, regarder un peu ce que tu fais, et ça, je trouve ça bien. C'est vrai qu'on a tendance, quand on sort d'une situation, quand on vit une situation, la tendance est de mettre le tort sur l'autre. C'est plus facile. C'est plus facile. Moi, j'interroge toujours, en fait, pourquoi mettre le tort sur l'autre? C'est d'abord ça la première question. C'est ça. Ça veut dire, en fait, qu'on ne voit que les défauts de l'autre et on se croit plus important, plus intelligent, supérieur et parfait. Exact. Alors qu'un couple est constitué de deux personnes, un homme et une femme. Donc, deux personnes. S'il y a un problème, ça veut dire que les deux sont concernés. Ah bah oui. C'est 50-50, c'est 50-50. Donc, les deux sont concernés par le problème. Alors, dans les cas de divorce, de séparation et autres, il est très important de rappeler à la personne qu'on accompagne, que j'accompagne, que le tort n'est pas sur l'autre. Donc, du coup, ce que je fais dans l'accompagnement, c'est de focaliser la restauration sur la personne en elle-même. Certains vont me dire, oh, Sonia, voilà, il a fait ça, tu vois, il a fait ci, il s'est déplacé, il a appelé, il avait une ex, une amante et tout. J'ai dit, ok, il avait une amante, mais toi, qu'est-ce qui t'importe à l'heure actuelle? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est cette vie? Ou est-ce que c'est toi, ta vie actuelle, le progrès et la personne que tu veux devenir? Toujours refocaliser sur la personne. Sur soi, C'est très important. Sinon, le travail ne peut pas être fait. Mais il faut aussi amener la personne à comprendre que le tort n'est pas à remettre sur le conjoint, mais sur soi aussi. On est toujours fautif. Un exemple tout bête. Ok, est-ce que quand ton mari t'a demandé de lui faire à manger tous les jours, tu l'as fait? Est-ce que tu l'as honoré? Est-ce que tu l'as respecté? Et vice-versa, je demanderais au monsieur, est-ce que tu as vraiment aimé ta femme comme il fallait l'aimer, jusqu'à où tu allais, jusqu'à démontrer cet amour? Et c'est juste ces petites questions qui permettent de se refocaliser sur soi et se rendre compte que oui, les torts sont partagés. Et moi, je trouve ça vachement bien. C'est important de remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire, ok, là, je vais travailler sur ma restauration, mais ma restauration, bah, c'est moi.
Effectivement, l'autre est venu réveiller des blessures, mais c'est moi qui dois sortir de là. Et d'ailleurs, à force de rencontrer les gens et de lire, je me dis souvent que les difficultés, les épreuves, quel qu'il en soit le nom, comment ça se nomme, ça vient pour nous, pouf, nous éclater, puis après nous amener à un niveau supérieur. Mais souvent, justement, j'ai une question que j'avais préparée, qui ouvre un peu sur le monde aujourd'hui, sur la société. Hein. Est-ce que tu penses vraiment que l'amour, comme on pourrait le retrouver dans la Bible, comme on pourrait le retrouver un peu dans les films, existe toujours? Cet amour vrai, en tout cas pour l'homme et la femme. Je parle pour des hétéros, du reste. Voilà. Alors, l'amour comme dans les films, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre parce que pour moi, c'est de la fiction. Donc, c'est de la fiction. Ce n'est pas de la réalité puisque ce sont des rôles qui sont joués. Exact. Alors maintenant, l'amour, si l'amour vrai existe, hein, l'amour vrai existe en fait. Et c'est à nous de faire en sorte que cet amour soit manifeste. Parce que la Bible nous dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et la façon avec laquelle il nous a aimés, c'est qu'il s'est livré lui-même en fait. Il allait mourir. Et même avec le fait qu'il soit allé mourir, qu'il manifeste déjà, qu'il démontre l'amour qu'on doit avoir, parce que c'est le modèle suprême de l'amour, il nous demande d'être ses imitateurs. Donc, maintenant, est-ce que l'amour vrai existe? Je dirais oui, l'amour vrai existe. Et en fait, charge aux deux personnes qui sont amoureuses de manifester cet amour et de transformer cet amour et de faire en sorte que l'amour puisse demeurer. Donc, ça veut dire quoi? Comme il y a une plante, on prend une plante, on a besoin de l'arroser pour que les fleurs puissent... Voilà. Donc, c'est de la même façon que l'amour est. Chacun vient arroser. Chacun vient arroser la plante de l'autre. Et justement, cet amour va devenir, éclore. Et puis, ça va devenir palpable, ça va devenir réel. Donc, déjà, je veux dire, on ne se marie pas, on ne se met pas en relation avec quelqu'un qu'on n'aime pas, en fait. Ouais, c'est la base. Donc, mais justement, tu vois, ça, c'est aussi les effets de bord de notre société où on consomme, on n'aime plus. Tu vois, on consomme énormément. Et quand je dis on, je me mets aussi dedans, parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses, dès qu'il y a une espèce de friction, dès qu'il y a des choses qui commencent à déranger, on a tendance soit à se retirer, comme maintenant il y a des mots qui existent, ghoster pour les jeunes, mais derrière ça, j'ai l'impression que aimer l'autre avec c'est inconditionnel, enfin tu vois, c'est comme tu dis, l'amour de Jésus inconditionnellement, c'est amour agapé, tu vois, où tu le prends un peu comme il est, c'est vrai, on ne va pas prendre les défauts extrêmes comme la violence, tout ça, mais tu le prends comme il est, et puis après vous arrivez à cheminer ensemble, et ça je trouve ça, j'ai l'impression que ça existe de moins en moins. Aimer, c'est décider d'aimer en fait, on décide d'aimer. Donc, si je décide d'aimer Princia telle qu'elle est, je vais l'accepter telle qu'elle est, avec ses qualités et avec les points à améliorer. Je vais l'accepter comme ça. Et souvent, on remarque que dans le couple, quand on apprend aussi on grandit ensemble, on évolue ensemble, les points améliorés, finalement, on commence à les apprécier. On commence à les apprécier. Parce que ce sont ces points qui sont des challenges et qui nous font, comme tu disais, aller dans une dimension supérieure au niveau de l'amour. Et surtout quand on voit que son conjoint, ces points-là ont été transformés et sont maintenant positifs, on apprécie et on voit que l'amour est vrai. En fait, l'amour vrai, c'est à nous de décider d'avoir un amour vrai l'un envers l'autre, pas seulement l'amour dans le sens marital, mais même en tant qu'ami, l'amour en tant que mère-enfant, parce qu'il y a des parents qui décident de ne plus aimer les enfants et ça devient une catastrophe. Donc, dans tous les cas, l'amour se décide. On décide d'aimer et d'avancer. Oui, effectivement. Moi, j'y crois en l'amour et surtout, je crois au changement par l'amour. Moi, je crois chose, que ce soit un compliment, un sourire, et en fait, plus la personne, elle se transforme au quotidien. Quand on va revenir dans notre cœur du sujet, restaurer. Déjà, avec la notion de restaurer, moi, la première question que j'ai, effectivement, moi, j'ai un peu la réponse. Il faudrait que je le dise. Pourquoi tout de suite, tu as à cœur comme ça la restauration? Parce que tu aurais pu écrire un livre sur, comme tu disais, le divorce, pas mal de choses, mais pourquoi la notion de restauration
te vient tout de suite à l'esprit, et je sais que ça a été insufflé par le Saint-Esprit, mais à ton avis, pourquoi cette notion de restauration? Et surtout, est-ce que tu peux essayer de nous définir en quelques mots quel est le sens de cette restauration-là et quel est l'impact qu'elle peut avoir sur la vie de quelqu'un? On a 3 questions en une. Oula. Voilà. Allez, go! Alors, en fait, pourquoi la restauration? Parce que lors d'une séparation, d'un divorce, la restauration, ça reste un élément très important. Quelqu'un qui n'est pas restauré dans son âme, quelqu'un qui n'est pas restauré dans ses émotions, ne peut pas avancer, en fait. Donc, pour pouvoir vivre une vie épanouie, pour pouvoir vivre une vie joyeuse, heureuse, en fait, on a besoin de passer par la restauration. Mais qu'est-ce que c'est que la restauration? La restauration, c'est l'étape par laquelle on reconnaît que on a déjà commis une erreur, de un, et qu'on a besoin de changer. C'est l'étape qui va nous amener à une transformation. C'est l'étape qui va nous faire laisser notre passé. C'est l'étape qui va nous faire avancer malgré les difficultés, malgré le challenge. Et c'est l'étape qui va nous permettre de tout laisser, de tout abandonner, laisser prise et d'aller dans une nouvelle dimension, en fait. Sans la restauration, il n'y aura pas de guérison. Sans la restauration, on sera bloqué à un certain niveau. Pourquoi on sera bloqué? Parce que la restauration est tellement capitale. Elle apporte la vie. Quelqu'un qui est restauré, c'est quelqu'un qui va pouvoir pardonner, par exemple. C'est quelqu'un qui va pouvoir aimer la personne qui lui a fait du mal, sans rien entendre en retour. C'est quelqu'un qui va pouvoir pratiquer ce qu'on appelle, tu as parlé de l'amour agapé, dans l'amour agapé. Et c'est quelqu'un qui va aussi accepter que l'autre a des défauts et aimer l'autre ainsi. Donc la restauration, c'est par rapport à soi, par rapport à son âme, mais aussi par rapport aux prochaines mêmes relations qu'on peut avoir. Parce que quelqu'un qui n'est pas restauré va aller dans une nouvelle relation et va blesser l'autre parce qu'elle n'est pas restaurée. Pause, tu dis des choses très intéressantes. Mais ça, aujourd'hui, on le fait constamment. C'est-à-dire que quand on quitte une relation, on enchaîne une autre. On quitte une relation, on enchaîne beaucoup de gens. Et moi, tu vois, je me suis toujours posé la question, comment les gens faisaient de quitter quelqu'un et d'enchaîner, genre, mais quelques jours après, quoi. Tu vois, ne fût-ce que déjà me discuter avec une personne, c'est beaucoup. Mais aller comme ça, je me dis, mais pourquoi on ne prend pas le poids de cette restauration-là, à ton avis? Pourquoi on n'a pas conscience que c'est important? Ou on a conscience mais on se cache? Alors, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas déjà la notion de ce que c'est que la restauration. Et il y a aussi, certaines personnes ne savent pas, en fait, qu'il faut passer d'une étape à une autre. Il faut pas brûler les étapes. C'est important. Il faut aussi se dire que elles le font parce qu'elles ont ce sentiment de bien-être quand elles sont accompagnées. Oui, voilà. Mais c'est pas la peur du vide ou je sais plus, le manque. Tout à fait. Le manque, en fait. Le manque, le fait de la peur de se retrouver seule. La peur de ne pas être aimée aussi et la peur de se dire qu'elle ne sera plus aimée. Donc forcément, la première personne qui arrive, c'est la personne où on se dit non. Il y a aussi une pensée qui vient généralement, c'est qu'on se dit si ça n'a pas marché, avec le prochain ça va marcher. Donc forcément, on se met en tête que le prochain est le meilleur. Mais pourtant, et une raison aussi qui, celle-là, vraiment, je vous interdis cette raison. Et de se dire que je vais me venger, je vais lui prouver que j'ai trouvé une personne, et pourtant, mais en fait, ça ne change rien. Et on remarquera que c'est un cercle vicieux. La personne va enchaîner une relation, va arrêter la relation, va reprendre une autre relation, va arrêter la relation, va reprendre une autre relation, va arrêter la relation, parce qu'elle ne s'est pas posée, elle ne s'est pas remise en question. Dans la restauration, on se remet aussi en question. Elle ne s'est pas remise en question et donc ça va d'échec en échec en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, si on ne se pose pas pour être restauré, pour travailler ses manquements, travailler sur soi. Pourquoi j'ai divorcé? Comment était mon caractère? Comment était mon comportement? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois changer? Ma façon de me comporter. Si on n'entre pas dans ces exemples pratico-pratiques, on va reproduire le schéma passé avec la bonne personne, en fait. Parfois, on ne se rend même pas compte que la nouvelle personne, c'est la meilleure. Mais à force d'être, par exemple, une femme qui est colérique, qui était colérique dans son couple, si elle ne travaille pas sa colère, elle va reproduire ça.
Mmh. Ouais. Bah oui, et encore peut-être pire. Ouais. Avec peut-être les séquelles, ouais. Tout à fait. Ouais. Mais c'est hyper, hyper important. Donc, on devrait avoir ce temps, on va dire, de pause ouais, avant de réenchaîner. On peut avoir le temps de pause, mais pour gagner en temps, je dirais, ayez un temps de pause, ayez un coach, ayez quelqu'un qui vous accompagne. Cette personne qui est vraiment clairvoyante, cette personne qui ne prend pas le parti de l'un ou de l'autre, très important. Ouais. Cette personne qui va vous faire confiance. Et aussi, lorsque vous avez une personne qui veut vous accompagner, soyez honnête, faites-lui confiance et acceptez son aide, en fait. Exact. Donc, ça peut être difficile parce que moi, j'ai vu des personnes que j'ai accompagnées à la restauration qui pleuraient. Nous sommes là, en fait, pour vous, avec empathie, avec amour, mais on doit vous dire aussi les réalités. Donc, j'ai vu des personnes qui pleuraient, mais à la fin de 3, 4, 5 séances, elles étaient complètement différentes. Et il y a même ça fait du bien aussi de pleurer. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a des personnes qui, après des séances, ont trouvé un emploi parce qu'elle s'était dit non, moi je vais rester à la maison, m'occuper de mes enfants parce que mes enfants sont tout. Mais non, les enfants ne sont pas tout pour toi. Bah oui. C'est toi d'abord qui es tout pour toi et Dieu est tout pour toi. Ouais. Très important de remettre les choses dans leur contexte. Tout à fait. et moi, c'est souvent ma phrase que je me dis. C'est avant les enfants, j'étais là. Tout à fait. C'est vrai, ils me suivent. Donc pour l'instant, ils sont encore petits. Et les enfants, voilà. Tout à fait. Les enfants sont épanouis quand ils voient un parent épanoui. Exactement. Ça, c'est très important. Ouais, mais ça, on ne se rend pas compte. C'est maintenant qu'il y a une espèce d'éveil de conscience, on ne se rendait pas compte. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont eu des mamans frustrées ou des papas frustrés ou des papas colériques qui, en fait, ont reproduit ce modèle-là parce que derrière, ils ne s'étaient pas dit moi d'abord. C'est égoïste. Mais moi, je l'ai compris parce que, en fait, je me disais, par exemple, à un moment donné, je me souviens, j'ai une période aussi difficile où je m'énervais. Déjà que je m'énerve. En fait, moi, je m'énerve beaucoup. Non, vite. Mais c'est pas de la. En fait, c'est plus de l'agacement. Je m'agace beaucoup parce que comme je suis impatiente, il faut que ça aille très vite. Ah ouais, je suis aussi hyperactive que. Et en fait, mais j'ai pas de colère derrière, tu vois. Pas de... Et en fait, je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi je m'énerve aussi plus que d'habitude? Et à un moment donné, je regarde ma fille, je suis engueulée, je me suis dit, mais quelque chose qui va pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je recadre les choses, il faut que j'aille chercher moi, parce que déjà, je me connais, je sais que je m'agace, mais comme je dis toujours à ma fille, je suis, tu vois, une abeille. Moi, je suis comme une abeille. Si tu, une fois, 2 fois, 3 fois, et 4 fois, je te pique. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis plus cette abeille-là. Tu vois, la première, j'ai piqué, je me suis dit, non. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, non, on peut pas marcher quand on est en colère, quand on est frustré, même si c'est humain. C'est humain, il faut le dire. C'est important aussi d'avoir des moments où on est en colère, parce que la colère, ça sert à quelque chose. Elle sert aussi à aller à casser tous les mauvais schémas, des fois entre-temps. Après, il ne faut pas taper les gens ou faire du mal, mais je pense qu'elle est saine quand elle a vocation tu vois, à réveiller quelque chose au fond de toi. Et après, il faut qu'elle passe. Mais la tristesse aussi a du sens. Et je me disais, non, il faut que j'apprenne à m'écouter, à écouter mes émotions. C'est encore un travail, hein, mais tu vois, entre ce que je lisais à l'époque et vraiment de le vivre avec mes enfants, ça m'a énormément appris à me prioriser d'abord. Ouais. Oui, au niveau de la colère, en fait, ce que tu disais, il faut déjà, ça fait partie des points qu'on évoque dans un module. Hein. Il faut savoir pourquoi on est en colère. Parce qu'on n'est pas fait pour être en colère. On peut vivre une vie non colérique, en fait. On n'est pas fait pour être en colère, puisque on est fait pour être des personnes paisibles. Dans la joie. Voilà, dans la joie, et puis des personnes qui vivent en paix. C'est ça. Donc, ce qui veut dire que s'il y a la colère, il y a une source quelque part. Il y a une irritabilité, il faut aller creuser. Pourquoi il se manifeste cette colère? Et une fois qu'on a trouvé la source de la colère, là, on décide, on travaille par rapport à ça, et on décide de ne pas être colérique. Parce que la colère, ça peut tuer, en fait. Bah, en fait, moi, je me dis toujours que la colère, c'est une énergie puissante. Et en fait, effectivement, comme tu dis, on peut faire des choses catastrophiques avec la colère. En revanche, là où je suis entièrement d'accord, c'est qu'elle survient pour quelque chose.
Elle survient, moi je le sais parce que ça a été le nerf de ma guerre. Parce que, en fait, comme je dis, je m'énerve beaucoup, mais c'est pas, derrière, il n'y avait pas forcément de la colère. En fait, j'arrivais pas à dissocier la colère et l'agacement. Maintenant, je suis un peu plus vieille, j'arrive à dissocier l'agacement. Quand ça m'agace, bon, c'est des petites choses, hein. Parce que je vais vite. J'ai besoin que tout aille vite. En revanche, j'ai des périodes de ma vie où j'étais en colère. Mais ces périodes-là, c'est des périodes où j'ai le plus construit des belles choses. Parce que je me suis servi de cette énergie. Je me suis dit, mais pourquoi je suis en colère? Tu vois? Et en fait, ça m'a servi à me dire, ok, stop, j'arrête cette situation-là. Et je sais que si j'étais pas passée par la colère, après j'aurais pu passer par autre chose. Je dis pas que. En fait, la difficulté avec la colère, je pense que c'est de la canaliser. C'est de se dire, ok, elle vient de quelque part, elle vient d'où, et comment je peux aller prendre un PC, écrire, tac, 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 ou prendre, je sais pas moi, une caméra pour ceux qui ont des talents, prendre un pinceau, prendre quelque chose et dépenser cette énergie-là. Moi, tu vois, c'est plutôt comme ça que je le vois. Alors, moi, je vois pas comme ça la colère. Hein. Je la vois vraiment au sens biblique parce que la Bible dit d'ailleurs que de faire attention à une femme colérique. Donc, il y a plusieurs versets et la Bible nous dit aussi de ne pas, pour ceux qui sont mariés, de ne pas se coucher sous la colère. Donc, ça veut dire que, tout à fait, ça veut dire que la colère, c'est quelque chose de vraiment néfaste. Donc, on peut aussi écrire quand on est inspiré du Saint-Esprit. Oui. On peut écrire. La colère arrive, tu vois, il y a la colère. Mais on ne doit pas demeurer, on ne doit même pas accepter la colère. Parce que la colère fait partie le monde disait toujours les 7 péchés capitaux. Donc, ça fait partie de ça. Et la colère, en fait, c'est pas notre héritage à la base. Mais je suis d'accord. Après. Maintenant, quand ça arrive, quand il y a un sentiment de colère, il faut pouvoir travailler, traiter, se détacher pour que la colère ne revienne pas. Exactement. La colère n'est pas notre amie, en fait. Oui. Après, en fait, là où je suis d'accord, je pense qu'on partage à peu près le même sentiment. Là où je suis d'accord, c'est que effectivement, elle n'est pas notre amie. En revanche, elle n'est pas là pour rien. Tu vois? Et c'est là où il faut aller la chercher. Parce que, en fait, c'est, si tu veux, quand par exemple, je te dis une bêtise, une femme qui vit dans une situation qui est inconfortable. Elle vit dans une situation qui est inconfortable, elle va exprimer, si elle ne le dit pas, elle peut l'exprimer par de la colère. Comme tu dis, c'est pas forcément, c'est pas bon, mais elle-même n'a pas conscience que le fait que je vive dans une situation inconfortable, c'est ça qui me donne de la colère. D'où aller chercher en fait à la source pourquoi elle est colérique, pourquoi il y a cette colère. C'est pour ça que je parlais de gestion des émotions. Exactement. Parce que la colère, c'est une émotion et c'est une mauvaise émotion. Très mauvaise émotion d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il faut, dans le cadre des divorces et des séparations, généralement les gens sont en colère parce qu'ils ont eu des déceptions. Et parce qu'ils ont eu des déceptions, cette colère se transforme en haine. Et ça se transforme en haine et ça fait que souvent certains reproduisent cette colère, vont commencer à monter les enfants contre les parents. Donc du coup la colère c'est à bannir. Donc ça fait partie des premiers points dans l'accompagnement en fait contre elle. La colère, il faut se détacher de la colère. C'est un poison et la colère vraiment il faut l'éloigner. Maintenant, il faut se servir de ces expériences pour pouvoir se relever. Et construire l'avenir. Ça veut dire quoi? Une personne qui est colérique ou qui était, parce qu'une fois qu'on a travaillé, on laisse la colère. Une personne qui était colérique peut maintenant enseigner une autre personne les étapes pour sortir de son état de colère. Oui, ce qu'elle a mis en place, comment cette colère a pu disparaître. Parce que moi, je te confirme que l'état de colère disparaît. Quand on a vraiment travaillé, là où et elle est remplacée par un état de joie, par un état de paix, par un état d'amour. Et parfois, on s'est dit, mais en fait, je suis plus colérique, quoi. Oui, mais justement, c'est là où moi, je voudrais faire la distinction. C'est que la colère, elle est temporaire. C'est pas une personnalité ni un comportement. Tu vois, moi, j'ai toujours, par exemple, dans mon environnement, été taguée la personne la plus joyeuse, dynamique, tout ce que tu veux. Je suis toujours très joyeuse, d'ailleurs, ça se voit. En revanche, j'ai une forme de colère. Enfin, aujourd'hui, je l'ai moins. Mais en fait, je me disais, je n'ai jamais associé, si tu veux, la colère à mon tempérament ou mon comportement. Mais c'est quelque chose. Une colère. Je me demande si c'est vraiment une colère. Justement, c'est pour ça que je te dis, la vraie colère, elle était liée à quelque chose. Aujourd'hui, je l'ai guérie, tu vois. Mais autant je me mets un peu dans le passé, à l'époque, je ne savais pas qu'elle était là. Comme tu disais, gestion des émotions, tu vois. Mais exactement, je connaissais pas la source. Et du coup, là où je pense
Et c'est là où il y a peut-être un distinguo à faire, et moi j'invite beaucoup aussi les femmes à y réfléchir. Tu n'es pas ta colère. Non. Tu n'es pas colérique, c'est pas un comportement, c'est pas un défaut, non. En fait, c'est quelque chose, c'est comme une vague qui est bloquée. Et elle est là. Mais le jour où tu résous ce problème, elle est partie. Elle est partie. Ouais. Et souvent, et ça, je le vois aussi dans nos communautés africaines, on a tendance à taguer les gens. Ah ben, elle est colérique. Non. C'est comme une émotion. C'est comme si on disait, ah, elle est pleurnicharde. Non. On pleure tous, tu vois. Effectivement, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Mais tu vois, moi, c'est vrai que j'ai souvent ce débat-là. Je sais qu'elle est, effectivement, elle peut être décriée. Mais encore une fois, là où je te rejoins, et faut vraiment apprendre à gérer ses émotions. Et c'est ça le plus difficile. Il faut travailler sur les émotions et après, il faut gérer les émotions. D'ailleurs, la maîtrise de soi, la tempérance, ce sont des bonnes émotions qui viennent justement empêcher, qui viennent bloquer, qui viennent effacer tout ce qui est colère. Il n'y a pas que la colère d'ailleurs, il y a d'autres émotions, il y a la tristesse, la mélancolie. Oui. Et des fois qui sont encore plus dures. Tout à fait. Donc, ce que je peux dire, c'est que il faut vraiment prendre le temps, comme tu as posé la question, c'est une très bonne question, prendre le temps de faire une pause pour soi-même. De prendre une pause pour soi-même, de travailler sur soi-même. En fait, plus on travaille sur soi, plus on se bonifie. Et vraiment, plus la meilleure personne se présentera. On devient la meilleure version de nous et plus la meilleure version de l'autre viendra vers nous, en fait. On se bonifie en travaillant, oui. Et justement, pour revenir un peu à ton livre, quels sont aujourd'hui, admettant qu'il y a une personne qui n'ose pas te contacter, qui n'ose pas faire le pas d'aller voir quelqu'un, quelles sont les grandes étapes, sans forcément dévoiler tout ton parcours, de la restauration? Waouh, une très bonne question. La première étape a été le pardon. Donc, mais avant le pardon, même, il faut déjà prendre conscience que le divorce n'est pas bon. Moi, je le dis. Le divorce n'est pas bon parce que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et il les a mis dans le jardin d'Éden. Enfin, il a créé l'homme et puis il a créé la femme à partir de la côte, en fait. La femme est faite pour être laide. Et quand l'homme a vu, il a dit, voilà, celle qui est os de ma chair. Voilà, donc, en fait, le mariage est quelque chose de bon, en fait. Le mariage, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Et c'est important. Et donc, quand il y a des erreurs, qui sont commises, c'est important de prendre conscience déjà que les erreurs qu'on a faites n'étaient pas bonnes. De se remettre en question par rapport aux erreurs. Je m'explique. Moi, dans mon cas, je me suis dit, mais la simple phrase qu'on prononce en fait jusqu'à ce que la mort vous sépare, cette phrase-là a résonné au moment de la restauration. Est-ce que c'est la mort qui vous a séparé ou est-ce que c'est le divorce qui vous a séparé? C'est très fort. Tu vois? Et rien que par ça, je me suis rendu compte que je n'ai pas atteint le but pour lequel Dieu m'avait mis aux côtés de ce monsieur, en fait. Et donc, le divorce est venu précipiter la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à ce que le divorce nous sépare. Mais la mort dont on parle, c'est la mort physique, en fait. Exact. Et donc, je n'ai pas... Et ça, ce premier point, je me suis rendu compte que non, j'ai fauté. Tu peux te dire que tu n'as jamais fauté, que l'autre a eu 100% de tort, mais je te dis que rien que par ça, tu as fauté. Tu n'es pas allé au bout. Et là, je prends conscience de ça, c'est la prise de conscience. Et la deuxième chose, c'est accepter de pardonner. Pardonner le conjoint qui nous a blessés. Se pardonner soi-même. C'est très important de se pardonner soi-même. Et aussi, pas seulement pardonner, mais demander pardon. Donc voilà, la démarche de demander pardon au conjoint, parce que si on arrive là, c'est qu'il y a eu déception. Il a été choqué, il a été déçu, les choses n'ont pas été faites dans l'ordre, en fait. Donc il faut lui demander pardon. Il faut demander pardon si vous avez des enfants, aux enfants. Parce que les enfants sont les premières personnes qui subissent la séparation et le divorce. Même s'ils sont petits, qu'ils sont bébés, vous avez même dit qu'ils ne comprennent pas, il faut demander pardon. S'ils comprennent dans le ventre, ça veut dire qu'ils vont comprendre. Ah bah oui, ça on l'apprend que même in utero, ils ça. Tout. Il faut demander pardon. Pourquoi demander pardon aux enfants? Parce qu'on vient casser l'ordre divin de la famille, l'ordre divin. Même l'équilibre terrestre, tout simplement. Ils avaient leur repère et puis d'un coup comme ça, tu sens, c'est violent ça. Il faut demander pardon. Et l'autre étape, c'est vraiment au niveau de la guérison.
tout ce qui est guérison de l'âme, guérison émotionnelle et guérison physique. Moi, je sais, par exemple, que j'étais tellement malade par ce divorce, par surtout la séparation et le divorce par la suite, que mon corps a été impacté physiquement par des maladies. J'ai fait de la tension, j'ai eu le mal d'estomac, mais surtout le mal d'estomac, je buvais de l'eau, j'avais mal à l'estomac. Je mangeais, j'avais mal à l'estomac. Donc, j'étais devenue toute mince et maigre parce que je ne mangeais plus du tout comme il fallait. Et au point où une fois, je suis allée, j'avais un examen à faire. Je me rappelle, je suis allée à cet examen. Alors, le médecin a tout examiné et au moment, il me dit, madame, il n'y a rien, vous ne souffrez de rien en fait. Il n'y en a rien trouvé dans votre estomac. Et là, ouais, je pense à tous les médicaments que j'ai pu avaler. Là, je sors, je me mets à pleurer. Je dis, mais Seigneur, moi, je suis venue, comment on me dit que je n'ai rien? En fait, limite, je voulais être malade. Ah bah oui, il fallait qu'il trouve que je suis malade, en fait. Et je me souviens, ce jour-là, dans le parking, le Seigneur me dit, mais Sonia, moi, je t'ai jamais demandé d'être malade. Je veux pas que tu sois malade, en fait. C'est toi, à cause du divorce, qui te rend malade. Ouais, ça, c'est hyper fort. Tu te rends malade, on se rend malade à cause d'une situation en fait, mais on n'est pas malade, tu vois, et ça c'est tellement subtil lors des accompagnements qu'on essaye de voir. Il y a des personnes qui vont avoir certains sentiments et certaines expressions, il faut pouvoir comprendre au-delà de ce qu'elles disent que non, elles ne sont pas affectées, elles veulent se rendre affectées, notamment au niveau de la culpabilité, elles se rendent coupables. Et elles veulent se rendre coupables, en fait. Oui, mais du coup aussi, tu vois, comme si tu veux, comme c'est des maladies, entre guillemets, maladies au départ qui sont mentales, en fait, on ne voit pas le fait que tu es pas bien. Et il y a certaines personnes, ce que je veux dire, ça peut choquer, mais il y a certaines personnes qui vont se rendre malades pour qu'on puisse voir que ça ne va pas. Exactement. Donc, en fait, si je n'attire pas l'attention sur mon corps, on ne verra pas. Parce qu'il y a des gens qui ont une force, on va dire, mentale, ils savent sourire quand ça va pas. Mais sauf que le seul moyen pour dire, j'ai le pied cassé ou ça ne va pas, c'est ça, c'est montrer, c'est de se rendre malade, c'est de se dire, ok, je vais me victimiser. Tout à fait. Et je vais attirer de la pitié et de la compassion. Mais sauf que attirer de la pitié, en fait, ça vient aggraver la chose. Parce que, comme tu l'as dit, si l'autre ne voit pas qu'on est en train d'attirer la pitié, ben, on va rester dans sa gangrène de pitié et on ne sera pas guéri. Mais il faut sortir, moi j'appelle ça des comportements toxiques. Ce sont des comportements toxiques en fait. Donc je me rends malade parce que je vais attirer de l'attention. Mais tout le monde même en attirant l'attention, les gens aussi ont leurs problèmes en fait. Pour dire vrai, ont d'autres besoins et veulent aussi, voilà, ils vont pas remarquer. Et même parfois quand ils remarquent, si tu ne mets pas le mot, en tout cas un bon coach, un bon thérapeute, si tu ne mets pas le mot sur la chose, surtout quand la personne, le coach, l'accompagnateur te met le mot sur la chose et que toi, tu ne prononces pas cette chose, en fait, la personne se détache. Donc, j'explique. Donc, on voit par exemple là quelqu'un qui se victimise, quelqu'un qui se rend malade. Là, on va te dire clairement, mais dans ce que tu es en train de me faire comprendre, je vois que tu es en train de culpabiliser, je vois que tu es en train de te rendre malade. Et si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu bloques l'accompagnement. Ou tu es dans un déni encore. Souvent, ces personnes qui se rendent pas malades, mais ces personnes qui se victimisent en fait, elles savent qu'elles sont en train de se victimiser. Elles savent ce qu'elles sont en train de faire. Elles le savent. Elles savent qu'en faisant ça, elles vont attirer l'attention. Donc, ça veut dire qu'elles sont conscientes. Voilà. Elles ont besoin d'amour, besoin d'être choyées et elles se comportent ainsi, en fait. C'est hyper fort. C'est hyper fort parce que c'est des comportements qu'on a tous quasiment après à un certain degré. À un certain degré, mais tu vois, il y a des gens comme ça, ils sont tout le temps, et c'est vrai en plus, ils sont tout le temps en train de se victimiser. Moi, j'ai ça. Et puis des fois, t'en as même qui commencent à boiter. Enfin, moi, je parle vraiment par expérience. À boiter pour montrer, mais au final, on n'a pas appris aussi à demander de l'aide. Tout à fait. Tout à fait. Surtout dans notre culture africaine, on n'apprend pas à demander de l'aide. Voilà. On te dit, non, il faut être fort, ça va passer, ne pleure pas. Et vraiment vivre dans une culture occidentale, c'est ce qui est bien parce qu'on a
on a vraiment la culture du psychologue. Ouais. On a la culture de psychologue. Donc, c'est important aussi d'être suivi par un psychologue, par un bon psychologue, en fait. Donc, et dans notre culture, c'est non. C'est non. Combien de personnes meurent en Afrique parce qu'elles ont des problèmes? On dit, la dernière fois, on en parlait, on disait que la personne est décédée de problèmes, de difficultés, de soucis. Voilà, elle est décédée de soucis. Trop de soucis. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, elle décède de soucis parce qu'il n'y a personne. Et bien même quand elle va en parler, on va lui dire, tu t'es mariée. Donc, il faut supporter, il faut subir. Sauf que le mariage, je ne veux pas dire subir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer. Pas du tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut divorcer. Non. Je suis en train de dire que quand il y a un problème dans un couple, il faut le régler. Il ne faut pas le subir. Il faut prendre le taureau par les cornes et s'asseoir et régler, exposer le problème, trouver des solutions, prier, parler, prier et demander conseil. Je fais l'avocat du diable. Si aujourd'hui, par exemple, tu as un couple où ça ne va pas et que la personne, par exemple, on va prendre une femme parce qu'on est des femmes, son mari est infidèle tout le temps, qu'est-ce qu'elle peut faire à ce moment-là? Tu vois, parce que là où je fais aussi, c'est volontaire, hein, je fais l'avocat du diable, parce que des fois, effectivement, on se le dit toutes, il faut qu'on se batte, mais il y a des moments où on n'a plus la force de se battre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dirais déjà, je voudrais savoir comment elle s'est battue, cette dame. Parce que dans le battu, il y a le « Ok, j'ai accompagné les enfants à l'école et je n'ai pas discuté avec lui, je laisse tomber parce que c'est l'homme. » Donc, il faut déjà que je puisse avoir un entretien avec la personne, qu'elle me dise à quel point elle s'est battue, ce qu'elle a fait, ce qu'elle entend par s'être battue, en fait. Bon, je comprends que c'est pas battu par des coups de poing, hein, on ne parle pas des coups de poing ici. Oui, donc, mais il faut savoir, en fait, quand elle te dit « je me suis battue », qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Jusqu'où elle est allée? Quels sont les actes, les actions qui ont été posées? Parce que parfois, on vient aussi nous tromper, hein. Je me suis battue, tu as fait quoi? J'ai essayé de discuter avec lui, il ne voulait pas m'écouter, j'ai essayé une fois, 2 fois, et puis j'ai laissé parce qu'il ne m'entend pas. Quand on doit discuter, ça crée des conflits. Et comme je ne veux pas des conflits, donc, mais non, tu ne t'es pas battue en fait. Tu n'as pas enclenché, la Bible dit que si ton frère a péché contre toi, va reprendre lui. Et si vraiment, si ton frère a compris, s'il te comprend, tu as gagné ton frère, s'il se répand. Mais si ton frère ne te répond pas, s'il ne te comprend pas ou s'il n'admet pas, là je parle vraiment du terre à terre pour que toutes les personnes, même celles qui ne sont pas forcément chrétiennes, puissent comprendre en fait. Si ton frère n'arrive pas à demander pardon ou te fuit, dans l'exemple là où il fuit en fait, prends un témoin. Prends un témoin, ça peut être votre témoin de mariage, ça peut être un pasteur, ça peut être un conseiller conjugal. Donc voilà, prends une personne, prends une deuxième personne, parlez et puis prie. Moi, je suis très chrétienne, donc vraiment, il faut prier. Il faut prier. En fait, c'est trop facile de se dire, je divorce parce que il m'a trompé et on n'arrive pas à parler. Je suis entièrement d'accord. Il faut trouver des solutions. Mais là où je me mets aussi, vraiment, je fais vraiment l'avocat du diable, c'est que effectivement, il faut avoir ses ressources. Comme tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, en plus, on est dans un monde un peu plus occidental où on sait parler, on sait demander de l'aide. Mais des fois, rester dans cette gangrène, en fait, tu n'arrives plus à voir des solutions. Tu vois, c'est un peu comme la dépression, en fait. Des fois, on n'arrive pas à trouver de solution, on est dans notre monde, on voit tout en noir. Voilà, les lunettes roses, ça n'existe plus, tu ne vois plus la joie. Même ce qui était joyeux, ça devient noir, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je suis aussi l'avocat du diable, de se dire, cette femme ou cet homme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui se battent, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment avoir, tu sais, changer aussi ses pensées? Parce que tout commence par là. Si dans tes pensées, tu dis, oh, vas-y, c'est bon, moi je me casse, c'est bon, je me sépare, tu vois. Comment arriver à avoir un mindset positif quand tu es au fond du gouffre? Tu vois, j'ai envie de te dire ça. C'est pour ça que je dis que c'est important de discuter déjà avec la personne, de rentrer dans les détails en fait. Avec les détails, chaque détail, on peut trouver quel est le problème véritable.
quel est le nœud et comment sortir de la solution. Là, on ne peut pas donner de solution miracle parce que c'est au cas par cas et selon chaque personne, sa personnalité, son vécu, son passé, son éducation. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et puis, je ne veux pas qu'on rentre parce que je vois quelqu'un qui va nous dire, bon, elle ne répond pas à la question. Je ne réponds pas simplement parce que c'est chacun. Venez me voir en privé, vous exposer et là, je pourrais accompagner. On ne peut pas donner une réponse unique parce que oui, plusieurs femmes sont trompées, plusieurs hommes aussi sont trompés par l'adultère de l'un ou l'autre des conjoints. Mais il faut savoir aussi que quand on arrive à les recentraliser sur l'amour, alors dire que, ok, vous avez fauté, mais regardez, est-ce que tu peux, au-delà de, ok, il a fait ça, mais est-ce que tu peux lister 100 points positifs depuis que tu avais cette personne qui vont contrebalancer cette chose en fait. Et tu vas voir que, ok, ah oui, et puis tu demandes à la personne, est-ce que tu peux citer 25 éléments positifs qui ont eu l'impact, dont ton conjoint a eu un impact, c'est 25 points, est-ce que tu peux? Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment aller au cas par cas. Souvent, avec certains exercices, la personne se dit, ah oui, franchement, j'allais faire une bêtise. Je vais pardonner et puis on va maintenant accepter de travailler parce que après le pardon, il faut toujours travailler. On va accepter de travailler et travailler sur nous, travailler sur nos défis, travailler personnellement, individuellement et travailler en couple. Il y a des exercices pour les couples en fait. Écoute, on va pas tout donner, mais en tout cas, moi, je vous invite à acheter ce bouquin, il est extraordinaire et surtout un guide qu'on peut garder à côté de son lit. Voilà, gribouiller comme je fais, passer un coup de stabilo et surtout appeler Sonia si on en a besoin. On va commencer à chuter, comme je dis à chaque fois. Sonia, écoute, moi, c'était un vrai plaisir. Tu nous as partagé plein de belles choses. Comme je dis, tu sais, à chaque fois que je ressors de là, moi, j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans, quoi. D'expérience, de vie, sagesse, de vie. Puis après, je me dis, tout ça, est-ce que je vais être droite ou... Mais si. En fait, il faut juste prendre ça comme des choses qui viennent se rajouter dans notre parcours, qui viennent agrémenter notre vie, en fait. C'est un peu les choses que j'ai eues avec toi et c'était vraiment un échange très agréable, très riche. Et voilà. En fait, il faut toujours se mettre du côté positif. Toujours du côté positif. Et oui, et puis on sait que ça reste dans un coin de notre tête. Hein. Et quand les choses arrivent, on sait comment faire pour ne pas tomber dans le pire, en fait. Ou même dans le mal, tout simplement. Et donc, moi, je voudrais que tu parles un peu des projets, si tu en as, cette année. Enfin, fini bientôt l'année, hein, il ne reste plus que 3 mois. Donc, qu'est-ce que tu as prévu pour cette année ou le début d'année prochaine? Si tu as des événements, je te laisse présenter, puis après, on finira avec les questions signature. D'accord. Alors, entre cette année et la fin de cette année, on prévoit un événement avec mon associé. Donc, parce qu'on a créé l'association des mères célibataires épanouies. Et c'est vraiment une association qui accompagne les mamans à leur épanouissement, donc dans divers domaines. C'est une association on a déjà fait une conférence sur le plan financier, donc pour aider une maman à se relever financièrement. Une maman célibataire, parce que une des difficultés que les mamans célibataires ont, c'est vraiment sur le plan, voilà, l'aspect financier. Et donc, au travers de cette association, on a des événements qui sont prévus déjà l'année prochaine. Donc, restez connectés sur la plateforme Instagram Mères Célibataires Épanouies ou sur mes plateformes TikTok et Instagram. Je crois que c'est Sonia Abel, Parents Célibataires Épanouis, et Sonia de Gloire sur TikTok et Parents Célibataires aussi Épanouis sur TikTok. Donc, ce sont des événements qui seront publié sur les réseaux sociaux. Et là, actuellement, je suis en train de préparer le 3e livre qui est en train d'être préparé. Je pense qu'il sortira d'ici le mois d'octobre, au plus tard novembre. Et j'invite véritablement chaque parent célibataire à s'approprier. Ce sont des livres de proclamation sur la vie, sur nos enfants. Et vous n'avez rien à faire, juste à proclamer. Voilà. Donc, le travail est bien fait. Et donc, voilà.
Donc, des conférences, je suis aussi conférencière. Donc, voilà, il y a des conférences, je suis déjà invitée à des conférences. Et l'année prochaine aussi, on prévoit de faire des conférences et des ateliers. Il y a aussi le branche de la mère célibataire, des mamans célibataires. C'est un événement qu'on fait tous les ans, généralement au mois d'août. Donc, voilà. Et voilà. Et de mon côté, il y a encore un autre domaine que je suis en train qui sortira d'ici aussi le mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, novembre, il y a 2 choses qui sortiront. Le deuxième, je n'en dis pas trop. Voilà. Vous aurez toutes les infos et donc, et je me permets aussi peut-être qu'on se fera une petite deuxième rencontre sur parents célibataires et comblés. Ah oui. Ça, je l'ai pas encore lu, mais ça va être dans ma to-do. Yes. J'adore la couverture, vraiment, j'adore. Écoute, en tout cas, on va te suivre et puis partager. Je trouve que c'est des belles actions. Et j'ai envie de conclure sur mes 2 questions signatures. Aujourd'hui, quel est l'événement qui t'a transformé? Puisque comme j'ai toujours le papillon, je l'ai appelé le papillon parce que le papillon, c'est de la transformation, il évolue. Et qu'est-ce qui a fait la Sonia que tu es aujourd'hui? Alors, l'événement je parlerai d'événements et de personnes. Alors, l'événement qui m'a transformée, c'est littéralement le guide, Restaurer après le divorce. C'est la femme que je suis devenue aujourd'hui. C'est une femme complètement épanouie parce que le Saint-Esprit a travaillé en elle. Le Saint-Esprit m'a transformée et c'est vraiment ça. Je parlerai du temps que j'ai pris à travailler sur moi. C'est pas vraiment un événement, mais c'est ce temps-là, cette période que j'ai pris à travailler sur moi. Et je continue, pour vous dire, à travailler sur moi parce que on ne devient pas meilleur, on ne change pas comme ça au jour au lendemain. Il faut toujours exceller, demander et aspirer à être la meilleure version de soi-même. Et je sais que plusieurs personnes ont travaillé aussi à ce que je suis aujourd'hui. Et je tiens d'ailleurs à remercier toutes ces personnes, ma famille, mes parents, qui ont vraiment, mes mamans, comme je les appelle, mon frère, qui ont travaillé, qui étaient présents, les amis, pour aider parce que c'est pour ça que je parle d'accompagnement. Un accompagnement ne se fait pas seul. Ah bah oui. On a besoin d'un coach. On a aussi besoin de toutes les personnes autour de nous qui ont un rôle essentiel. Exactement. Et la femme que je suis devenue aujourd'hui, je le dois véritablement à une personne que j'appelle mon daddy. Véritablement, c'est mon pasteur. Et il a su me prendre quand j'étais vraiment... j'étais broke. C'est ça. J'étais broke et il a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et merci, Monsieur Thierry Bonda, Pasteur Thierry Bonda. On lui dédie qui a vraiment œuvré à ce que je sois cette femme épanouie spirituellement, épanouie physiquement, épanouie psychologiquement, épanouie dans le domaine de la famille. Vraiment, il a pris du temps, il a travaillé et on dit généralement que derrière tout homme, il y a une femme. Je remercie vraiment son époux Solange Bonda qui a été patiente, qui a vraiment été patiente parce que c'est du temps qu'il ne passe pas avec son épouse et qu'il a passé avec moi. Et vraiment, c'était... et c'est ça, c'est ce que je suis devenue aujourd'hui. En tout cas, et beau témoignage. Tant sur le plan spirituel qu'il a œuvré un tour, en fait, spirituellement, même si j'arrive à maintenant faire des conférences, des coachings, des événements, aller même prêcher, simplement parler de Dieu, parce que moi, je parle beaucoup de Dieu. C'est grâce à lui, le Seigneur l'a vraiment utilisé pour ma transformation. Écoute, très beau témoignage. Et j'ai envie de finir avec une petite phrase que tu vas adresser à une personne qui n'est pas encore restaurée, mais qui est derrière cette caméra ou qui sera derrière cette caméra, qui va regarder en tout cas. Je voudrais que t'adresses, on finit avec cette belle phrase. Je te laisse le mot de la fin. La restauration est essentielle. Et quand tu travailles à ta restauration, tu ne peux devenir qu'une personne meilleure. C'est tout ce que je peux dire. Une personne meilleure, meilleure pour toi, meilleure pour tes enfants, meilleure pour ton entourage. Il vaut mieux prendre le temps, ne pas être pressé d'aller dans une autre relation et de travailler sur sa restauration, travailler sur la guérison de son âme, travailler sur la guérison de son corps, travailler sur soi. Il y a tellement d'éléments qu'on a ratés, qu'on doit corriger, qu'on doit enlever et on doit
remplacer en fait. Donc, prenez le temps de vivre votre restauration à votre rythme et je vous assure que vous serez une personne meilleure. Et je souhaite que vous soyez une personne épanouie et meilleure. On va finir là-dessus, l'épanouissement et le meilleur dans nos vies. Merci Sonia. Merci à toi.